merci d'être là, de braver la canicule et l'absence de climatisation dans cette salle pour venir m'écouter, nous parler d'un personnage absolument incroyable. Absolument incroyable, et ce qui est encore plus incroyable qu'elle-même, c'est qu'elle ne soit pas connue en France. C'est une véritable héroïne de la Première Guerre mondiale. C'est une héroïne internationale, et nous n'en savions plus rien, parce que nous avons perdu, pendant plus d'un siècle, la mémoire d'Anna Guérin. Ce n'est pas un hasard si je vous parle d'Anna Guérin à Aubigny, non pas qu'elle soit née à Aubigny, non pas qu'elle y soit morte, mais Aubigny-sur-Ner est la seule commune de France et du monde, à cette heure, à honorer la mémoire d'Anna Guérin par une plaque à sa mémoire, par un espace public qui porte son nom. C'est important, ça tient, il faut le souligner. Sans doute que dans les années à venir, cela va changer, parce que, j'aurai l'occasion d'en reparler, la reconnaissance d'Anna Guérin est en marche depuis quelques années. Et depuis quelques mois, elle prend même un tour plus dynamique. Alors, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, devant l'espace Anna Guérin, dans Aubigny, à 11h, nous avons déposé, Madame Régnier, John et moi-même, John qui est le président de la communauté de communes jumelée avec Aubigny, nous étions tous les trois à déposer 2 couronnes de coquelicots. Alors il se trouve que c'était des coquelicots écossais en plus. Puisque le coquelicot écossais, je vous expliquerai, il est un peu différent du coquelicot britannique. Bref, donc nous avons remis ce matin, déposé 2 couronnes dans l'espace Anna Guérin. Ça me souvenait, moi, le 11 novembre, ça me rappelait le 11 novembre 2021, puisque c'est à ce moment-là qu'on a inauguré cet espace. Et donc, j'avais proposé, il y a quelques mois, à Madame Régnier de profiter des fêtes franco-écossaises pour présenter l'exposition que vous voyez ici, et puis de venir reparler d'Anna Guérin, de son parcours, et puis peut-être aussi un peu de raconter ce qui, depuis 2021, a été lancé pour promouvoir la mémoire d'Anna Guérin. Alors, Anna Guérin, c'est une vie, si vous voulez, en plusieurs tableaux. Le premier tableau nous emmène en Ardèche. En effet, Anna Guérin est née dans l'Ardèche profonde, à Vallon-Pont d'Arc. Alors aujourd'hui, Vallon-Pont d'Arc, c'est connu pour ceux qui descendent en canoë-kayak, donc l'Ardèche. Mais à l'époque, c'était vraiment une commune rurale qui était marquée, cette commune, à l'époque, c'était surtout de l'élevage, de la polyculture plutôt, et puis de l'élevage du verre à soie. Et à Vallon-Pont d'Arc, il y avait une famille d'agriculteurs moyennement aisés, la famille Boule, B-O-U-2-L-E, qui était installée. Et dans la famille de Anna Granier et Auguste Boule, le 3 février 1878, est née une petite fille qui fut prénommée Anna Alix. Cette petite fille a eu une éducation très stricte, comme à l'époque. Et comme elle était bonne élève, on l'a envoyée, donc après le certificat d'études, elle a obtenu d'aller jusqu'au brevet supérieur. Le brevet supérieur n'existe plus, mais à l'époque, c'était le diplôme qui permettait d'entrer à l'école d'instituteur. Et donc elle va être dirigée vers l'école normale de l'Argentière, en Ardèche, pour devenir institutrice. Elle aurait pu avoir un destin local, d'institutrice ardéchoise. Mais l'amour est passé par là, puisque à Vallon-Pont d'Arc vivait un jeune homme qui s'appelait Paul Rabani, qui était franco-cubain. Donc elle est tombée amoureuse de lui. Elle a eu le temps de partir, fille au père, 1 an en Grande-Bretagne, à Iron Bridge, dans le Shropshire, où là elle s'est initiée à la langue de Shakespeare. C'est important pour la suite. C'était une Ardéchoise qui parlait et comprenait l'anglais. Ce n'était pas si fréquent à l'époque. Donc je vous ai dit qu'elle tombe amoureuse d'un franco-cubain. Alors qui est ce garçon qui a 26 ans quand elle en a 19? C'est un ancien soldat français, un ancien soldat de l'armée coloniale, qui avait été renvoyé pour mauvaise conduite. Donc il avait un tempérament un peu chaud, on va dire, avec des origines cubaines
ça aide. Et il était attiré par les colonies. Et il se trouve que la France venait de conquérir Madagascar. Alors, il persuade d'abord Anna Boule de l'épouser. Le mariage est célébré le 6 novembre 1897. Et ensuite, le jeune couple prend le large et débarque sur la grande île de Madagascar en 1898 et s'installe à Tamatave. Là-bas, monsieur Rabani, donc le jeune époux, se lance dans le commerce de pierres précieuses. Sa femme, elle, décide d'ouvrir une école-pensionnat. Une école-pensionnat à destination non seulement des enfants des colons français, mais aussi des Malgaches, parce que le général Gallieni, qui est le gouverneur de l'île, veut qu'on fasse des Malgaches de bons petits Français. Donc pour ça, il faut qu'ils puissent parler la langue de Molière. Alors Madame Guérin, Rabani, à l'époque, Madame Rabani est une excellente pédagogue, puisque très rapidement, ses élèves ont les meilleurs résultats de toute l'île, indigènes confondus. En parallèle de cet enseignement général, si je puis dire, elle s'investit dans la protection des jeunes filles pauvres promises à la prostitution. Et pour les sauver de la prostitution, elle ouvre des cours ménagers à leur intention, pour qu'elles puissent se marier. Donc il y a déjà une fibre humanitaire chez elle, en plus d'une fibre pédagogique. Madame Guérin est une jolie femme, élégante. Quand elle se présente au bal du gouverneur, elle est toujours très élégamment vêtue. Et elle est même un peu provocatrice, elle aime bien arborer les mêmes tenues que la courtisane Chloé de Mérode. Donc on va dire qu'elle est charmeuse. Mais elle exhibe aussi, en même temps que ses jolies robes et ses charmes, elle exhibe ses deux filles. Raymonde, qui est née en 1900, et Renée, qui est née en 1901. Ses succès scolaires lui valent d'être récompensée par l'administration publique française. Elle reçoit les palmes d'argent du ministère de l'Instruction publique. Et en même temps, si vous voulez qu'elle connaisse cette félicité administrative, eh bien, de l'autre côté, malheureusement, au point de vue personnel, les affaires vont mal, c'est-à-dire que le couple bat de l'aile et divorce au printemps 1907. Et donc, on n'imagine pas aujourd'hui, mais le divorce pour une femme fonctionnaire à l'époque, c'est immédiatement la perte de son emploi. Donc elle est obligée de quitter ses fonctions, et évidemment, elle quitte Madagascar et elle rentre en Ardèche. Et en Ardèche, où on lui notifie qu'elle est destituée. Donc elle réalise que si elle veut reprendre une carrière, il lui faudra se remarier. Seulement, chat échaudé, craint l'eau tiède. Et elle se dit que si elle doit se remarier, alors elle va choisir un mari qui soit moins difficile. Quoi de plus facile qu'un mari qui ne vivrait pas avec son épouse. Et donc, sur l'île de Madagascar, elle a rencontré un magistrat, juge de paix, qui s'appelle Eugène Guérin, et qui est destiné à faire sa carrière en Afrique. Mais elle pourrait avoir envie de découvrir l'Afrique comme elle a découvert Madagascar. Pas du tout. Elle n'a pas du tout envie d'aller en Afrique. Donc elle le laisse être muté à Dakar, puis au Mali, et elle décide de rester en France. Alors elle commence à donner des conférences, et notamment à Madagascar, le 31 décembre 1910, elle donne une conférence, à Valon-Pondard, pardon, elle donne une conférence sur Madagascar, excusez-moi, en présence du consul des États-Unis à Saint-Étienne, William Henry Hunt, qui était devenu son ami. Et ces conférences, ça va lui donner le goût des conférences, parce qu'elle a un talent oratoire certain, un talent de comédienne aussi. Comme elle a l'expérience maintenant du grand large et des inconnus, et aussi parce qu'elle avait passé 1 an en Grande-Bretagne comme fille au père, elle décide de passer la Manche avec ses 2 filles, sous l'effet des bons souvenirs de jeunesse, et elle s'installe d'abord dans le Middlesex avec ses 2 filles, puis elle est intégrée à l'Alliance française de Londres. L'Alliance française, vous savez, c'est cet organisme dépendant de l'ambassade de France qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture française à l'étranger. Et donc elle est embauchée par l'Alliance française comme conférencière. Elle prend un pseudonyme.
au début, elle se présente sous le nom de Sarah Granier. Pourquoi Sarah Granier? Sarah, ça fait référence à la grande actrice Sarah Bernard. Et Granier, c'est le nom de sa mère. Donc, Sarah Granier va donner des conférences, mais sur quel sujet? Eh bien, sur les sujets, sur les personnalités marquantes de l'histoire de France. Alors, elle les choisit. Elle parle de Charlemagne, de Bayard, de Jean de La Fontaine, de Jeanne d'Arc, mais aussi de Marie-Antoinette, de Madame Roland, de Charlotte Corday, de Joséphine de Beauharnais, etc. Alors, elle donne ces conférences, paradoxalement, parce qu'elle connaît l'anglais, elle les donne en français. Elle explique qu'elle veut donner à ses interlocuteurs le goût d'apprendre le français. Donc elle se dit, autant que je leur parle en français, comme ça ils auront envie de me comprendre. Mais surtout, ce qui fait la singularité de cette conférencière, et pas comme moi aujourd'hui, c'est qu'elle se présente costumée. Costumée comme les personnages qu'elle évoque. C'est-à-dire qu'elle traîne derrière elle toujours des malles de costumes qu'elle fait réaliser, s'il vous plaît, à Paris chez Paquin, qui était une grande maison de couture, ou à Lyon chez Kaiser. Et alors, par exemple, quand elle donne une conférence sur Marie-Antoinette, elle change 4 fois de costume pendant la conférence. Donc elle a beaucoup de succès, à la fois par ses talents oratoires, à la fois par le côté comédien qu'elle a indéniablement, et puis par la beauté, l'esthétique des vêtements qu'elle revêt. Et alors, cette Sarah Granier, alors, volontairement, pendant mes propos, je n'ai pas vous ne verrez pas d'image, mais elles sont toutes ici. Donc le mieux, c'est qu'ensuite, vous puissiez découvrir, mettre un visage ou des formes sur ce que j'évoque. À l'issue de chaque conférence, Sarah Granier, elle distribue des cartes postales qui la représentent justement dans la tenue qu'elle portait ce jour-là. Et donc, en fait, elle constitue un fan club. Et ça, c'était très courant. Les actrices de l'époque, les chanteuses d'opéra faisaient cela. Donc elle a vraiment la culture, c'est une très bonne communicante aussi. Et ce qui fait qu'elle se crée un public, et quand elle est annoncée dans telle ou telle commune d'Angleterre, alors elle intervient presque toujours dans des collèges pour jeunes filles ou dans des universités. Eh bien, en fait, les gens se ruent à ces conférences. Et on peut dire que c'est une véritable... D'ailleurs, certains l'ont surnommée, à l'époque, la Sarah Bernard des estrades. Il faut savoir qu'en 1912, le 9 novembre, elle est en Écosse. Elle est à Édimbourg. Elle est reçue au Garshore Hall. Et elle vient donner une conférence sur Marie-Antoinette. Alors, on a le compte-rendu de cette conférence écossaise dans un journal local, The Scotsman, qui dit ceci. Alors, je vous traduis. Madame Guérin a déclaré que bien que Édimbourg fût loin de Paris, elle lui semblait très proche par son esprit et qu'en dehors de France, elle-même ne se sentait nulle part autant chez elle que dans la capitale écossaise. La conférence, donnée sans note, a pris la forme d'un récit captivant des principaux épisodes de la vie de la malheureuse reine. Madame Guérin est une oratrice remarquable. Elle est apparue sur l'estrade vêtue d'une robe semblable à celle que portait la reine lors de ses séjours à Tridanon. Et en seconde partie de soirée, la conférencière s'est présentée vêtue comme Marie-Antoinette le jour de son exécution. En arrière-plan, des diapositives étaient projetées à l'aide de projecteurs. Vous voyez, c'était plutôt moderne pour l'époque. Le 3 décembre de la même année, elle donnera une conférence encore à Édimbourg, cette fois sur les impératrices Joséphine et Marie-Louise. Et puis l'année suivante, le 15 février 1913, toujours au Garshore Hall d'Édimbourg, elle parlera de 2 amies de Marie-Antoinette, Madame Vigée-Lebrun et la princesse de Lamballe. Et enfin, le 13 décembre 1913, à Édimbourg, mais cette fois au New Café, qui était situé à St. Andrew's Square, elle parla des amours de Chateaubriand de Madame Récamier. Alors peut-être que Madame Guérin serait restée en Grande-Bretagne jusqu'à la fin de ses jours si l'Alliance française de New York ne lui avait fait une proposition
ne lui avait proposé un contrat de 3 ans outre-Atlantique. Ça ne se refuse pas quand même. Surtout pour quelqu'un qui a pris l'habitude des grands espaces, qui aime les voyages, et donc elle accepte. Un événement tout de même aurait pu faire capoter le projet, et pas des moindres, la Première Guerre mondiale. Parce que là, je vous disais, on est en 1914. Seulement les États-Unis d'Amérique, en 1914, sont neutres. Et par conséquent, rien n'empêche une Française d'aller en Amérique du Nord. Et donc, elle décide de se lancer dans tenter l'aventure. Le 9 octobre 1914, elle embarque sur un bateau appelé à devenir célèbre, le Lusitania. Et donc, elle arrive à New York. À New York, donc, ses lieux d'intervention, c'est toujours les universités, les collèges pour jeunes filles, essentiellement. Et donc, elle se lance dans des conférences historiques. Seulement, puisque la guerre s'est déclarée, en fin de conférence, elle en profite toujours pour ouvrir le débat sur la triste condition des Français confrontés à l'agression allemande. Et donc, elle lance sa propre initiative des collectes en fin de séance, et surtout, elle décide de reverser la moitié de ses cachets, ça c'est très généreux, spontanément, à la Croix-Rouge française, au bénéfice des familles des soldats français. Ça passe donc les fonds passent par la Croix-Rouge française et par le Secours de France. Au printemps 1915, Anna Guérin se rend en France. Ce qu'elle veut faire, c'est aller le plus près du front. Rien ne l'y obligeait d'ailleurs. Mais elle veut rencontrer les combattants et les populations éprouvées par le conflit. Et ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, les blessés, les blessures, les destructions, les témoignages d'effroi, les chocs psychologiques, tout cela la bouleverse et constitue ce qu'elle appellera plus tard ses voix, comme Jeanne d'Arc avait eu les siennes. Et ce sont ces voix qui lui disent qu'il faut faire quelque chose en faveur de ces populations désolées. D'ailleurs, lors de l'inauguration de la statue de Jeanne d'Arc à Manhattan en décembre 1915, elle dit à un journaliste « Il y en a d'autres que moi qui entendent des voix, mais qui ont peur du ridicule et qui n'osent pas le faire savoir au monde. » Alors elle n'a pas du tout peur du ridicule, s'en fout. En même temps, c'est un sacré tempérament, puisqu'elle dit aussi au même journaliste « Les femmes de France ont toujours été féministes. Comme épouses et maîtresses de roi, elles gouvernèrent la France. Aujourd'hui, les véritables influenceurs de la Troisième République, ce sont les épouses des ministres. » Bien. 1915, donc c'est une année très difficile pour la guerre, puisque le conflit s'enlise dans les tranchées. Et dans les tranchées de Flandre, au sein du contingent britannique, il y a un médecin militaire canadien, le lieutenant-colonel John McCree, qui, ayant perdu un ami lors d'un assaut, bouleversé par cette mort et puis par toutes les morts qui l'entourent, rédige un poème élégiaque où le sang versé est symbolisé par les fleurs de coquelicot. Pourquoi ? Parce que les fleurs de coquelicot, avec les fleurs des bleuets d'ailleurs, ce sont les seules fleurs qui continuent à pousser dans les tranchées, malgré les bombardements, les obus et l'acidité de la poudre. Alors, c'est un poème un peu long, mais il y a une strophe que je vous traduis. Dans les champs de Flandre poussent les coquelicots, entre les croix plantées rang par rang, et qui désignent notre future classe. Et dans le ciel, les alouettes virevoltantes font entendre leurs chants obstinés, on les entend à peine parmi le bruit des canons. Ce poème, d'abord, aurait pu ne jamais être connu de personne, puisque son auteur l'a jeté à la poubelle. Mais il a été récupéré par un compagnon, qui l'a envoyé en Angleterre, et ensuite il a traversé l'Atlantique, et il a bouleversé vraiment l'opinion à l'époque. À New York, une dame qui était bénévole au YMCA féminine, donc les auberges de jeunesse protestantes pour jeunes filles, Moina Michael, s'était émue de ce poème et spontanément,
elle avait arboré sur sa robe un coquelicot de soie, en invitant autour d'elle les gens à le faire. Donc ça, c'était par solidarité, on va dire. Mais il n'y avait pas à la clé autre chose. Tandis qu'Anna Guerin, elle découvre cette façon d'être solidaire par la pensée avec les soldats en arborant un coquelicot de soie, mais elle a une autre idée, elle. C'est d'associer au coquelicot le lancement d'une collecte en faveur des victimes de guerre militaires et civiles. Si on fabriquait en quantité des coquelicots artificiels que l'on proposait dans l'espace public à la générosité des passants. Et c'est ainsi que va naître le poppy tel qu'aujourd'hui on le connaît dans le monde anglo-saxon. Alors cette initiative, Anna Guerin aurait pu la cantonner à l'espace qui était le sien, c'est-à-dire à New York, ou l'État de New York. Mais son métier de conférencière la rendait itinérante. Et donc, c'est partout, dans toutes les villes américaines où elle donnera des conférences, qu'elle va prêcher la bonne parole. Là-dessus, on arrive en 1917. Vous savez que le torpillage du Lusitania, bateau sur lequel elle a été montée en 1914, a été un déclencheur de l'entrée en guerre des États-Unis. À partir du moment où l'Amérique est en guerre, alors là c'est différent, elle n'a plus besoin d'attendre la fin de la conférence pour parler du conflit mondial, mais essentiellement européen. Elle donne carrément des conférences sur la France en guerre, à partir de ce qu'elle a vu elle-même en 1915 quand elle est allée sur le front. Et puis, elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle intègre un personnage dans la liste des grandes figures historiques françaises, elle intègre Lafayette. Vous savez qu'en 1917, le contingent américain est venu en disant Lafayette, nous voilà. C'était le retour de l'aide française à l'indépendance américaine. Elle, d'ailleurs, elle participe elle souscrit à la statue de Lafayette à New York. Et à partir de 1917, elle va collaborer avec une structure binationale franco-américaine qui s'appelle la Fraternité américaine, qui est présidée par le maréchal Joffre. Et cette fraternité américaine va l'aider à organiser en Amérique concrètement ses collectes. Au début de 1918, elle va bénéficier du concours d'un Français, d'un sous-officier français qui a été envoyé en France pour aller chercher de l'argent envoyé par le gouvernement français, l'adjudant Robert Oliveau, dit Harbour. Et comme lui, il intervient vêtu du costume militaire, Anna Guerin se dit que ce serait bien si elle avait, elle aussi, un costume. Et donc, elle va créer, avant Coco Chanel, le tailleur. Elle va obtenir l'autorisation de l'ambassade de France aux États-Unis de porter un costume dans le même drap bleu horizon que les poilus, qu'elle associe à un béret de chasseur alpin et à une ceinture militaire. En plus, elle met dessus ces deux décorations de l'instruction publique, ça a une certaine gueule. Et elle fait sensation aux côtés du sous-officier français Robert Oliveau. Et tous les deux, ils commencent à parcourir la Louisiane, l'Arkansas, l'Oklahoma, le Missouri, en utilisant des diapositives qui montrent les dégâts du front et aussi les assauts, parce qu'il y avait déjà des photographes de guerre qui prenaient en photo les assauts. Ils interviennent à tour de rôle, lui en français, elle dans un anglais un peu approximatif d'après les journalistes, ce qui déclenche à la fois des larmes, des applaudissements, mais surtout des dons au bénéfice de la Croix-Rouge ou d'organisations humanitaires comme Food for France. Au mois de juin, Anna et Robert sont à Kansas City, où le produit de la collecte dépasse de 70% les objectifs de dons. 32 000 $ récoltés en une journée. Et durant cette même journée, Anna Guerin aura pris la parole 19 fois. Elle est infatigable. Alors le duo intervient dans les grands magasins, dans les bibliothèques, dans les chambres de commerce, bref, dans tous les espaces qui peuvent accueillir du public. Alors, quand elle intervient, ne croyez pas qu'elle caresse toujours ses interlocuteurs dans le sens du poil. Notamment, un jour, elle dit « Le peuple français ne veut pas de votre charité. Ne dites pas que donner de l'argent, c'est un sacrifice. Seuls les garçons qui offrent leur vie pour le pays ou pour l'humanité, seules leurs mères, seules leurs épouses peuvent être considérées comme réalisant un sacrifice.
Et n'oubliez pas qu'en ce moment, les soldats français meurent pour les étoiles du drapeau américain et que les soldats américains tombent pour le drapeau tricolore. Vous voyez qu'elle était particulièrement convaincante. Mais ses succès, sa notoriété, vous vous en doutez, ne lui valent pas que des compliments. Et bien sûr, la jalousie, qui va s'exprimer par des médisances. Certains affirment qu'elle détournerait le fruit des collectes à son profit. D'autres que ses dépenses personnelles seraient couvertes par l'Alliance française. D'autres enfin qu'elle aurait tendance à piller l'Amérique au profit des Français. Et pour prouver sa loyauté, d'abord, elle est obligée de démontrer que ses dépenses personnelles ne sont pas liées du tout aux fruits des collectes. Et surtout, elle décide de contribuer à l'emprunt de guerre américain, le Liberty Loan. Le 5 avril 1918, à New York, a lieu la première collecte du coquelicot dans cette ville, le Poppy Tag. Et comment ça se passe? Alors, les quêteuses bénévoles sont revêtues d'un plastron orné des vers de John McCrea, et elles proposent dans les rues des coquelicots comme une obole, contre une obole, au bénéfice des combattants français et américains. L'année 1918, vous le savez, c'est l'épidémie de grippe espagnole un peu partout, et qui touche aussi les États-Unis, au point qu'Anna Guerin décide de quitter l'Amérique momentanément, pour des raisons donc prophylactiques, on va dire, mais pas avant d'avoir fait un don de 25 200 $ aux autorités sanitaires américaines pour lutter contre la grippe espagnole. Et en fait, c'est sur le bateau qui la ramène en France qu'elle apprend l'armistice du 11 novembre. Arrivée en France, elle est invitée à Paris par les plus hautes autorités françaises. Il se crée une association à ce moment-là, la Ligue franco-américaine des enfants, qui est placée sous le haut patronage de l'épouse du président de la République. Et c'est ainsi qu'elle se voit confier par le gouvernement français mission de retourner en Amérique, d'où elle vient, pour quêter en faveur des orphelins de guerre. Et les Français lui fixent même un objectif, 1 million de francs or. C'est près de je crois que c'est le franc x 100. Donc c'est colossal. Avant de repartir, Anna Guerin se rend dans la Meuse et dans l'Aisne, qui sont des régions dévastées par la guerre. Elle visite Château-Thierry, Saint-Mihiel, et elle est frappée, une nouvelle fois, par la misère des familles qui vivent dans des taudis, qui ont perdu des pères, des oncles, des fils et des enfants qui n'ont rien à manger. Alors, revenue aux États-Unis au printemps 1919, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met au point un plan d'action. Dans chaque État fédéral sera créé un comité de la Ligue franco-américaine des enfants, auquel sera associé un objectif de collecte de 10 000 $. Elle peut compter sur l'American Legion, cette association d'anciens combattants qui s'est créée à la fin de la guerre, pour venir lui prêter main forte dans l'organisation concrète des collectes. Elle lance les Poppy Days, et l'argent continue de passer en France au profit donc des veuves, des orphelins de guerre dans les régions dévastées. Imaginez quand même que au 11 novembre 1918, au moment où il signe le traité de Versailles, en juin 1919, entre janvier et 19, elle a parcouru la quasi-totalité des États d'Amérique et elle aura donné 500 conférences. À Rockville, la collecte est présidée par une descendante de George Washington. La demande est tellement forte qu'il faut organiser une seconde journée de collecte. Et dans le Dakota, à Sioux Falls, Madame Guerin exprime son rêve de voir le Poppy devenir l'emblème interallié de la mémoire et de la solidarité. Elle lance aussi le concept, tenez-vous bien, des Poppy Drive. Comment ça se passe? Eh bien, on utilise les bus, les voitures, pour aller vendre des coquelicots dans les rues. Elle est aussi admise à parler dans des lieux plutôt étonnants, chez les Mormons, à Salt Lake City, dans le temple.
Et à Cleveland, dans l'Ohio, là où se tiennent les deuxièmes assises de l'American Legion, elle va parler devant des invités de marque, à savoir le maréchal Pétain qui représente la France, l'amiral Beatty qui représente le Royaume-Uni et le général Diaz qui représente l'Italie. Il y a 5000 congressistes. Donc lors de ces assises de l'American Legion, devant tous ces participants et devant ces personnalités, Anna Guerin demande que soit instituée dans les pays alliés une journée annuelle dédiée aux anciens combattants, aux victimes de guerre, le 11 novembre. Et elle demande que soit adopté le poppy comme fleur de la mémoire dans les pays alliés. Elle est acclamée et le maréchal Pétain et le colonel Galbraith, qui est le président de l'American Legion, prennent l'engagement devant elle de faire du coquelicot le symbole de l'amitié franco-américaine. Lorsqu'elle rentre en France en décembre 1920, Madame Guerin peut annoncer aux autorités françaises qu'elle a rempli sa mission. En effet, elle revient avec dans ses caisses la somme de 926 296 000 francs. On n'est pas loin du million. Et donc elle explique avoir agi pour Dieu, pour la France, pour l'humanité. Elle est reçue au palais de l'Élysée. Le nouveau président de la République, Alexandre Mitterrand, et son épouse la félicitent parce qu'ils savent à quoi a servi l'argent récolté par Madame Guerin, par les collègues du poppy. Cet argent a permis d'améliorer le quotidien des veuves et des orphelins de guerre dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans l'Aisne, dans les Vosges, dans les Ardennes, dans la Somme, dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle, dans la Marne, dans les Basses-Pyrénées et en Savoie, où ont été ouvertes des pépinières, des orphelins, des prématoriums, des banques alimentaires, où on a distribué des vivres, des layettes, des landaux, des médicaments, des bougies, des vêtements, des secours en argent, du fourrage. Dans un pays ravagé par la guerre, à l'économie exsangue, l'argent américain de Madame Guerin est tout bonnement providentiel. Madame Mitterrand formule des remerciements appuyés à l'adresse des bénévoles et des donateurs qui s'investissent. Et Madame Mitterrand, donc la première dame de France, elle formule le vœu que le coquelicot soit la voix des pauvres enfants dévastés qui vivent dans des régions où seuls les coquelicots poussent au milieu des ruines. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, la France et le coquelicot interallié ne font qu'un. Après ces moments officiels, elle va visiter les fabriques des coquelicots qu'elle a ouvertes dans les régions dévastées. En effet, non seulement les veuves et les orphelins de guerre bénéficient du fruit des collectes outre-Atlantique, mais à partir du moment où Madame Guerin fait fabriquer par des veuves et des orphelins de guerre dans des ateliers protégés les coquelicots, ça leur fait un salaire de complément. Et donc, elle visite les fabriques qu'elle a ouvertes et elle demande d'augmenter les cadences puisque les besoins prévisionnels en insigne sont énormes. Imaginez que c'est pas moins de 5 millions de fleurs de poppies français qui sont attendus en Amérique pour la journée du 31 mai. Lorsqu'elle arrive à New York avec ses ballots de coquelicots made in France, la douane veut la taxer et lui réclame 12 000 $. Elle est obligée de faire intervenir ses connaissances bien placées pour pouvoir être exemptée des droits de douane. Alors, une fois l'Amérique conquise, Anna Guerin s'attaque au Canada. Elle n'a pas du tout de difficulté à y sensibiliser les associations d'anciens combattants à adopter le principe et de la collecte du 11 novembre et du poppy interallié. Et le 4 juillet 1921, à Thunder Bay, dans l'Ontario, sa proposition est adoptée dans l'enthousiasme général. Ce qu'elle ne peut pas faire, eh bien, elle demande à d'autres de le faire. Elle a des envoyés, des missionnaires. Et, par exemple, elle envoie le colonel Alexandre Moffat, qui est le commissaire de la Croix-Rouge américaine, pour aller convertir les Australiens à la cause du poppy interallié. Et aussi d'aller faire réaliser le même travail auprès des Néo-Zélandais. Eh bien, le colonel Moffat y parvient, et Australie et Nouvelle-Zélande adoptent le coquelicot, le poppy, et
la journée du 11 novembre. C'est même jusqu'à Terre-Neuve que le coquelicot interallié est adopté. Et Madame Guérin envoie même sa sœur à Cuba faire du prosélytisme. L'Empire britannique, vous le voyez, était partiellement acquis, mais son cœur palpitant, l'Angleterre, demeurait à l'écart. C'est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui on associe le poppy à la Grande-Bretagne. Et donc, Madame Guérin se rend à Londres pour rencontrer le maréchal Haig, l'ancien chef du corps expéditionnaire britannique en France, et qui était le patron de la Royal British Legion qui venait d'être créée. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, Madame Guérin? Eh bien, elle vend son concept, comme elle l'a vendu aux autres, d'une journée mémorielle dédiée aux victimes de la Grande Guerre, le 11 novembre, et d'adopter le poppy interallié comme vecteur de générosité par l'organisation de collecte. Le maréchal Haig est tout à fait séduit par l'idée, mais il est un peu dubitatif sur les capacités de production du coquelicot en France. Qu'est-ce qu'il fait avant de répondre? Il envoie un émissaire officieux en la personne de Sir Herbert Brown, qui va visiter les usines françaises, les fabriques françaises de coquelicots, et qui peut donc le rassurer en attestant que ces fabriques existent et qu'elles fabriquent suffisamment de coquelicots pour pouvoir abonder les besoins des clients potentiels. Alors, la Royal British Legion estime à 2 millions de poppies le nombre d'insignes qu'elle aura besoin pour le premier 11 novembre britannique. Seulement, la Royal British Legion n'a pas un sou en caisse à ce moment-là. Eh bien, c'est Madame Guérin qui propose de faire l'avance financière, c'est-à-dire d'envoyer gratuitement les poppies made in France. Et du coup, la Royal British Legion adopte le principe du poppy et du 11 novembre. Et là, on le sait, c'est le 16 septembre 1921. Le premier Remembrance Day, jour de la mémoire, est fixé donc au 11 novembre. Et le jour dit, le succès est tel qu'on manque de coquelicots. Et il faut fabriquer en catastrophe des fleurs localement. Ce qui fait que très vite, dès l'année suivante, les Britanniques vont fonctionner avec leur propre production de poppies. Il faut noter qu'en 1926, Lady Haig, l'épouse du général, va créer en Écosse une usine de fabrique de coquelicots, Ladies Haig's Poppy Factory. La famille Haig étant écossaise, la demeure du général, c'était Bemerside House, située seulement à 1 heure d'Édimbourg. Et en ouvrant cette usine, Lady Haig décida d'un modèle de fleurs de coquelicots. En effet, vous remarquerez que le coquelicot écossais est dépourvu de feuilles, alors que le coquelicot britannique vendu en a une. C'est pas qu'il n'y ait pas de feuilles, je dis dépourvu de feuilles, pardon. Les feuilles sur une fleur de coquelicot sont sur la tige, tandis que dans l'emblème du poppy, il touche le pétale. Et ça gênait beaucoup les Lady Haig. C'est pour ça que les poppies écossais n'ont pas de feuilles à coller. C'est donc une Scottish touch, même dans les cérémonies patriotiques. Bon, mais revenons à l'année 1922. Anna Guérin profite de sa présence en Europe pour se rendre en Belgique. Donc elle va aussi vendre le concept du coquelicot. Ça ne marchera pas, parce que les Belges vont adopter, eux, la marguerite. Elle se rend en Italie. Voilà, pas de retour immédiat. Et de retour en Amérique, elle rencontre à Kansas City le maréchal Foch, à l'occasion du congrès de l'American Legion. Et à ce moment-là, Foch l'encourage. En février 1922, elle est invitée à retourner au Canada, mais là, elle est très émue par la misère des chômeurs et elle décide d'encourager l'ouverture d'ateliers du poppy au Canada, quitte à diminuer la production des ateliers français. Le 11 novembre 1922, ça c'est une date importante, Anna Guérin participe à Paris aux cérémonies officielles sous l'Arc de Triomphe. Elle est entourée des anciens combattants des pays vainqueurs de la Grande Guerre. Elle est la VIP, vraiment, aux côtés des autorités françaises. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dépose une impressionnante couronne de coquelicots sur la tombe du soldat inconnu. À cette date, 1922, le poppy interallié, vous le voyez, est l'unique fleur
de la mémoire combattante. 1922, c'est quoi? C'est le début des années folles. Les années folles, elles se caractérisent par une frénésie de vivre, qui est née du traumatisme de la Grande Guerre. On veut plus parler de la guerre, on veut s'amuser, et donc du coup, tout ce qui rappelle le cauchemar de la guerre est évacué. Et donc, assez rapidement, celle qui était devenue la Poppy Lady, qui était une star de la presse internationale, eh bien, elle va perdre très rapidement, dans quelques années, de la visibilité. N'oubliez pas qu'elle vit aux États-Unis. Même si elle revient tous les étés en France, elle vit aux États-Unis. Donc, loin des yeux, loin du cœur. Et comme ces activités autour du Poppy ne sont plus aussi nécessaires, puisque les États alliés ont pour la plupart adopté son principe, elle abandonne son activité de conférencière, d'abord pour devenir répétitrice de français, et ensuite pour devenir antiquaire, spécialisée en mobilier et art français. Elle ouvre une boutique à New York, dans la 56e rue, et elle va écouler dans sa boutique, et aussi en salle des ventes, des stocks de meubles et d'objets qu'elle glane en France, soit elle-même l'été, soit par l'intermédiaire de sa fille Renée, qui vit en France. À l'occasion même, elle vend du champagne. En 1925, en France, à Paris, alors en 1925, il faut savoir qu'on fabrique des coquelicots en France, dans les ateliers protégés de Madame Guérin, pour l'exportation aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais en 1925, à Paris, à l'Hôtel National des Invalides, deux infirmières, Suzanne Linhart et Charlotte Malter, ont l'idée de venir en aide à la misère sociale des invalides, donc des blessés de guerre, en leur faisant fabriquer des fleurs en tissu, mais pas des coquelicots, des bleuets. Alors, qu'est-ce qu'ils font les invalides? Ils vendent les bleuets autour des invalides. Pour ceux qui connaissent Paris, c'est une partie du 7e arrondissement. On ne peut pas aller très très loin. Ce qui fait que l'essor du bleuet est lent. Il est tellement lent que c'est seulement en 1928 que le président de la République, Gaston Doumergue, va apporter son patronage aux collectes du bleuet. Ce n'est qu'en 1934 qu'est créée l'œuvre du bleuet de France. Et c'est seulement le 11 novembre 1935 qu'on va associer à la commémoration de l'armistice la vente du bleuet. Or, comme je vous l'ai dit, on continue à fabriquer des coquelicots en France. Les dernières commandes, c'est donc les États-Unis et l'Australie passent leur dernière commande de Poppies Made in France en 1926. La Nouvelle-Zélande, elle clôture ses commandes en 1928 et la Nouvelle-Zélande en 1929. Après 1929, on ne fabrique plus, on ne produit plus de Poppies en France. Alors on pourrait se dire, à ce moment-là, c'est bon, le bleuet a définitivement conquis le terrain. Pas tout à fait, parce que j'ai trouvé un témoignage intéressant lors du 15e congrès de la Fédération interalliée des anciens combattants qui se tenait à Londres en 1934, en septembre 1934. Tous les délégués s'exprimaient, et les délégués français prennent la parole, mais ils n'y parlent pas du bleuet. Ils sont fascinés par le coquelicot, et qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ne pas imiter nos amis anglais? En mettant tous ensemble le même emblème, vétérans et jeunes, nous rassemblerions tous nos cœurs dans un sentiment commun de fierté pour notre passé et notre foi en l'avenir. C'est la pensée des membres auxiliaires de la Fédération interalliée des anciens combattants qui prône l'adoption d'une fleur nationale du souvenir. Donc on voit donc qu'en 1934, j'ai envie de dire, la messe n'est pas dite. Alors, Madame Guérin est oubliée assez vite, comme vous l'avez vu en France, mais elle est aussi oubliée assez vite en Amérique, où elle vit. Parce qu'elle vit en Amérique, elle n'a jamais été américaine, elle a toujours resté française, mais expatriée aux États-Unis. En effet, j'ai évoqué tout à l'heure Moina Michael, la dame des YMCA qui avait arboré le coquelicot de soie sur son corsage. Eh bien, cette Moina Michael publie en 1941 ses mémoires, The Miracle Flower, The Story of the Flanders Fields Memorial Poppy, dans lequel elle revendique la maternité de l'insigne du coquelicot, et elle évoque Anna Guérin comme une continuatrice de sa propre œuvre. Évidemment, ça met Anna Guérin hors d'elle, et elle réagit d'abord par courrier, ensuite par avocat. L'autre, son interlocutrice prend aussi un avocat, donc ça va très très loin.
et elle espère pouvoir sensibiliser un écrivain qui viendrait l'aider à étayer ses dires, si je puis dire, en racontant sa vie. Elle ne rencontre pas l'écrivain idoine et son projet est abandonné. J'ai parlé de la guerre, donc elle a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Au printemps 1940, elle était en France. Elle a juste eu le temps d'embarquer sur un bateau le 19 mai à Saint-Nazaire, avant que les ports ne soient occupés. Et donc elle passe la guerre, comme je vous l'ai dit, en Amérique, et notamment à fourvoyer contre Moïna Michael, se désespérant d'être oubliée donc des Américains. Quand elle rentre en 1944, elle a une douloureuse surprise. Je vous ai parlé de son mari, je vous ai dit qu'ils n'avaient pas beaucoup vécu ensemble, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'autant plus qu'avant la guerre, en 1938, elle avait demandé la séparation avec son mari. Elle n'était pas divorcée, mais elle était séparée. Ce mari, donc était alsacien, lui, s'est trouvé en 1940 chassé de l'Alsace, parce que vous savez que les Allemands ont envahi l'Alsace-Moselle et ont déclaré que c'était territoire allemand, et donc ils ont expulsé une bonne partie des habitants. Donc Eugène Guérin ne pouvait plus rentrer en Alsace. Où s'est-il réfugié? En Ardèche, dans sa belle famille, dans la maison Boule, où n'était pas Anna Guérin. Il était germanophone, comme tous les Alsaciens lorrains, et donc il a naturellement, enfin logiquement, été désigné traducteur auprès de la commandanture. Et à Vallon-Pont d'Arc, la résistance le suspectait d'avoir eu des activités collaborationnistes au point d'être responsable de l'arrestation d'un des leurs et de l'exécution d'un résistant local. Ce qui fait qu'il va être victime, Eugène Guérin, de ce qu'on appelle l'épuration sauvage. Il est arrêté et exécuté. Et quand elle rentre, Anna Guérin, quand elle rentre chez elle, en Ardèche, elle voit les scellés apposés sur sa maison. Et on lui apprend que son mari, puisqu'elle n'est pas divorcée, a été exécuté, et il faut qu'elle aille chercher son corps pour prouver qu'elle est bien veuve. C'est quand même particulièrement traumatisant. En plus, du coup, un climat hostile autour du nom Guérin s'installe à Vallon-Pont d'Arc. Ça aurait pu la dissuader complètement de revenir passer ses étés à Vallon-Pont d'Arc. Eh bien non, elle va continuer. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de sa vie, elle va continuer à faire les navettes entre les États-Unis et l'Ardèche, plus en bateau, en avion. C'est plus rapide. Et elle va continuer comme ça, donc comme en antiquaire, jusqu'à atteindre 80 ans. Et au printemps 1961, elle a 83 ans, elle souffre d'un cancer, et elle est à Paris, chez sa fille, qui habite dans le 16e arrondissement, 5 soirs Charles Dickens, et c'est là que la maladie va l'emporter, le 16 avril à 23h45. C'est un voisin qui va trouver le corps, parce qu'elle meurt seule. Et son corps va être rapatrié à Vallon-Pont d'Arc, où après un service religieux ne rassemblant qu'une poignée d'intimes, son corps est inhumé au cimetière protestant de la commune. En 1961, plus personne ne se rappelle du destin exceptionnel d'Anna Guérin, même pas sa famille, puisque la famille à ce moment-là ne parle plus que de la grand-mère antiquaire. Le poppy, le coquelicot, tout ça, c'est totalement oublié. Donc on peut affirmer que de 1961 à 2015, le souvenir de la Poppy Lady était quasiment perdu en France. Ou en Angleterre, elle était mentionnée ça et là, dans des notices qui évoquaient la création du Poppy, sans beaucoup de détails. Il a fallu le questionnement d'une Britannique, Heather Ann Johnson, qui, je ne sais pas trop pourquoi, un jour, une de ses amies lui a demandé, lui a parlé du coquelicot, et a évoqué ce nom d'Anna Guérin. Heather Johnson s'est dit, tiens, qui c'était? Elle s'est lancée dans des recherches qui l'ont passionnée, au point de devenir la première biographe d'Anna Guérin. Et c'est elle qui a vraiment restitué la vie et la dimension d'Anna Guérin, et surtout qui a révélé, j'ai envie de dire, le volet interallié du Poppy, derrière ce qu'on connaissait, cet élément de la culture britannique. Et le paradoxe, c'est que c'est Heather Johnson
qui va entrer en contact avec la descendance d'Anna Guérin et qui va apprendre à la famille qui elle était. C'est étonnant de se dire, la famille découvre que la grand-mère antiquaire n'était pas seulement une antiquaire, qu'elle était aussi une héroïne pionnière du charity business et héroïne de l'aide humanitaire. Alors là, Heather Johnson, à ce moment-là, elle va mettre tout le flux de ses recherches sur Internet, et c'est comme ça que votre serviteur va découvrir Anna Guérin par Internet, dans le cadre de mes fonctions. J'étais en Vendée à l'époque directeur du service départemental de l'Office des combattants et des victimes de guerre, et j'avais organisé des cérémonies franco-britanniques. Forcément, le Poppy était dans mon champ de vision. Et j'ai voulu en savoir un peu plus, et c'est comme ça que j'ai découvert l'histoire d'Anna Guérin, le travail d'Heather Johnson, et j'ai promis à Heather Johnson de tout faire pour qu'en France, on redécouvre et qu'on réintègre Anna Guérin dans le panthéon national, à défaut du panthéon de pierre, mais en tout cas déjà le panthéon mental. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai proposé à Madame Régnier, à l'occasion d'une discussion, on préparait une collecte du bleuet. Je dis, savez-vous qu'il y a une autre fleur de la mémoire, que derrière une autre fleur de la mémoire apparemment étrangère, il y a une française. Je ne le savais pas. Voilà. Spontanément, Madame Régnier m'a dit, ah, mais moi j'ai un espace public libre, ce destin me passionne, allez, je vais proposer qu'au Vigny-sur-Ner baptise une petite place au nom d'Anna Guérin. Et ça s'est fait comme ça, le 11 novembre 2021. Alors on avait organisé aussi une exposition de peinture, bleuet et coquelicot. Il y a une plasticienne, Ama Perry, qui s'était lancée dans l'aventure. Ça a réveillé les Ardéchois, puisque la ville de Vallon-Pont-d'Arc, la même année, a décidé d'apposer des plaques mémorielles sur la maison natale et sur la tombe d'Anna Guérin. En 2021, se préparait aussi au Canada le centenaire de l'adoption du bleuet comme fleur de la mémoire. Et donc il y a un film qui a été réalisé, un court-métrage, Where the Poppy Grows, et dans lequel une comédienne incarne à l'écran Anna Guérin. Et puis, en 2022, Anna Guérin a publié un ouvrage tiré de ses recherches, The Poppy Lady, The Story of Madame Anna Guérin and the Remembrance Poppy. Et puis le 18 juin 2022, à Montreuil-sur-Mer, nous étions invités, dans le contexte de la restauration de la statue du maréchal Haig, qui fut l'interlocuteur d'Anna Guérin, à parler de la Poppy Lady et à présenter l'exposition que vous voyez. L'exposition que vous voyez, elle a d'abord été présentée dans le Pas-de-Calais à l'occasion des cérémonies autour du maréchal Haig. En 2023, il y a eu des expositions consacrées à Anna Guérin qui ont été organisées à Vallon-Pont-d'Arc, aussi en Ardèche, au Pouzin. Cette exposition a été présentée en Eure-et-Loire, à Gainville. Une exposition a eu lieu aussi au Royaume-Uni, au château de Colchester. Le 8 novembre 2024, la municipalité du 16e arrondissement de Paris, à ma suggestion, a inauguré une plaque sur la grille de l'immeuble où était décédée Anna Guérin. J'ai donné ensuite une conférence à la mairie du 16e sur la Poppy Lady. Et puis, c'est à l'automne dernier, en Ardèche, j'étais persuadé que si l'Ardèche se mobilisait, les choses pourraient commencer à évoluer. Le Souvenir français, qui est une association très ancienne de mémoire militaire, son comité de privat m'a proposé de publier le fruit de mes propres recherches sur Anna Guérin, donc a publié une petite biographie. Et puis on a organisé cette exposition à tourner dans les écoles de l'Ardèche. Et ça a vraiment, les Ardéchois ont redécouvert une des leurs. Et ça les a tellement passionnés que le préfet de l'Ardèche a décidé de consacrer la journée de la femme à Anna Guérin, le 8 mars dernier. Et ça a déclenché chez les parlementaires ardéchois l'idée de demander à ce qu'Anna Guérin soit intégrée dans la Légion d'honneur à titre posthume. Et ça, c'est en cours et ça a de fortes chances d'aboutir. Vous voyez donc que la reconnaissance nationale, elle est en marche. 100 ans après le lancement du Poppy interallié, 65 ans après la mort d'Anna Guérin. Il y a encore beaucoup à faire au niveau des recherches. Pourquoi? Parce que déjà, les archives familiales d'Anna Guérin n'ont pas été retrouvées. Dans la famille, il y a une dame âgée, celle qui occupe l'appartement dans lequel est morte Anna Guérin, qui est très à l'écart de tout le travail de mémoire et qui apparemment conserverait des papiers, mais elle n'a pas envie de les communiquer pour le moment.
Donc, au niveau des archives privées, reste à faire. Et puis, je suis persuadé, moi, qu'il y a encore des trouvailles à faire aux États-Unis. Toutes les collectes qu'elle a organisées, forcément, je pense qu'il y a des traces, des archives sonores même. Dans les appels aux dons qu'elle faisait à la radio, je suis sûr qu'il existe dans les bibliothèques américaines traces de cela. Il y a un travail à faire aussi dans les archives britanniques où elle est passée, en fait dans tous les pays où elle est passée. Et donc pour moi le chantier, d'autres que moi le poursuivront, mais en tout cas, voilà, moi j'ai souhaité lancer la machine. Je terminerai sur une considération, si vous permettez. Dans la liste des bienfaiteurs de l'humanité se place Henri Dunant. Vous savez, Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. C'était un banquier. Rien ne prédestinait Henri Dunant à devenir l'organisateur des ambulances mobiles. C'est grâce à lui que les blessés de guerre, et puis après, toutes les victimes des guerres ont pu bénéficier d'une prise en charge médicale de terrain. Eh bien, Anna Guérin n'avait pas plus de préparation psychologique au départ à se lancer dans le secours matériel au bénéfice des vétérans, des victimes de guerre, sous l'égide du Coquelicot interallié. Et donc, pour moi, la Copy Lady de France, Anna Guérin, elle s'inscrit dans le sillage d'Anna Guérin, dans le sillage, pardon, d'Henri Dunant, et à son niveau. On n'a pas en dessous, vraiment. Anna Guérin, c'est vraiment l'incarnation, j'ai envie de dire, du mérite français appliqué à l'humanitaire, à l'échelle internationale en plus. C'est pourquoi il semblerait légitime que son souvenir soit porté au plus haut. J'ai parlé de Panthéon, on en a parlé en France il n'y a pas longtemps pour une autre personnalité, et pourquoi pas le Panthéon. En attendant le Panthéon, Aubigny-sur-Mer demeure la seule collectivité de France et du monde à avoir donné le nom d'Anna Guérin à un espace public. Cela valait d'être souligné. Je vous remercie de votre attention. Vive l'Ardèche! On est là. On est là. Voilà. Ça lui fait un confidentiel parce que